Alors bonjour à tous, bonjour à tous les étudiants qui sont présents, bonjour Amandine, bonjour Henrik. Alors, nous sommes ici réunis ici pour un café débat qui va porter sur le fait de prendre confiance en soi. A été conviée Amandine Sarfati qui est avocate, qui est l'auteur de cet ouvrage qui paraît aujourd'hui ou demain officiellement, Chronique d'une jeune avocate. Aujourd'hui. Qui paraît aujourd'hui, Chronique d'une jeune avocate. On va revenir concernant Amandine sur son parcours, sur ce qui l'a conduit ici, alors d'une part à devenir avocate, comment elle a réussi pour avoir son examen, et également le fait par la suite qu'elle ait eu la volonté de s'installer relativement rapidement, voire même très rapidement, et de diversifier ses activités pour poursuivre vers l'enseignement. Alors, c'est tout un parcours, un cheminement, bien évidemment, que ce soit sur le parcours en lui-même, ou bien même par le biais des questions qui pourraient être posées sur Facebook, parce que nous réalisons un Facebook Live en même temps. L'idée est que chacun puisse participer et poser ses questions pour savoir justement et se reconnaître dans un certain nombre de parcours. Donc on fera état de nos différents parcours. Henrik, qui au-delà de notre éditeur est également psy, fera part d'un certain nombre d'observations, le cas échéant. Alors n'hésitez pas à intervenir à ce titre-là. On va commencer tout d'abord par le commencement. Amandine, quel type d'étudiant étais-tu ? Alors j'étais une étudiante qui était bosseuse, plutôt bosseuse, mais qui n'arrivait pas à me projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que j'avais beau avancer dans mes études de droit, j'avais beaucoup de mal à me dire que je serais un jour avocat ou exercer un autre métier du droit. J'ai fait des études parce que voilà, ça me paraissait logique d'en faire, j'étais consciente qu'il fallait quand même un bagage dans la vie pour pouvoir s'en sortir. Mais c'est vrai que comme j'avais une autre passion à côté du droit, à savoir la musique, j'ai beaucoup plus évolué avec en tête l'ambition de faire quelque chose dans le milieu artistique que dans le milieu juridique. Mais c'est vrai que plus on avance dans les études, plus on comprend les impératifs de la vie professionnelle et l'extrême nécessité d'avoir un diplôme pour pouvoir avoir un métier et vivre tout simplement. Tant qu'on est chez ses parents, qu'on n'a pas de loyer à payer, de charges, on est un peu déconnecté des réalités, donc c'est difficile de se rendre compte de la difficulté du marché et du monde du travail. Mais plus on avance, plus on gagne en maturité, plus il apparaît comme fondamental d'avoir un diplôme, d'avoir un métier pour pouvoir s'en sortir et faire des choses. Mais c'est vrai qu'initialement, à la base, je n'étais pas une élève brillante et je n'étais pas non plus une étudiante qui, depuis le départ, savait qu'elle voulait être avocat. Dans le cadre de Subaru, je rencontre beaucoup d'étudiants qui, eux, me disent qu'ils ont toujours voulu être avocats, qui ont la vocation, qui ont toujours rêvé de porter la robe. Mais en ce qui me concerne, ce n'était pas le cas. Et ça s'est fait progressivement. Tu n'as pas eu un déclic à proprement parler à un moment donné? C'est-à-dire que tu t'es pas dit, tiens, là, il faut impérativement que je devienne avocate. Il n'y avait pas quelque chose qui t'animait? Moi, ce que je voulais, c'était d'avoir une sécurité. Oui. Et je me suis dit qu'effectivement, le barreau, on en fait ce qu'on veut par la suite. Mais c'est quand même génial de pouvoir avoir le choix. Et si on n'a pas cet examen qui ouvre incontestablement des portes, les choses peuvent être plus compliquées. Alors je ne dis pas que c'est impossible de faire autre chose, bien au contraire, il y a plein de possibilités. Et d'ailleurs, ce n'est pas une fin en soi d'avoir le barreau. Mais disons que ça m'a permis de me lancer et ça m'a surtout ouvert beaucoup de portes. C'est paradoxal hein, parce qu'on rencontre véritablement un certain nombre d'étudiants pour lesquels par contre il y a un déclic à un moment donné. Pour ma part, donc j'étais étudiant en droit, je ne savais vraiment pas trop quoi faire, j'étais un peu hésitant d'ailleurs, je ne faisais pas un parcours qui était absolument linéaire. Mais je dois dire que si on doit chiffrer ou vraiment minuter un déclic, c'est l'affaire Omar Haddad. En fait, ce n'est pas l'affaire Omar Haddad, c'est la plaidoirie qui avait été donnée et qui a été reprise et qui a valu des poursuites disciplinaires à son auteur, Vergès, qui disait il y a 100 ans, on condamnait un officier car il avait le tort d'être juif, aujourd'hui on condamne un jardinier car il a le tort d'être maghrébin. Je me suis senti visé par cette forme d'assertion, je me suis dit tiens, il y a là une injustice qui est une injustice majeure, et face à ce type d'injustice, il serait complètement illogique de parvenir à venir et à formuler justement une idée de façon générale pour parvenir à une profession. C'est-à-dire que je pense que fondamentalement, on peut devenir avocat pour différentes raisons. Certaines personnes sont habitées par quelque chose dès leur enfance, et puis pour d'autres, c'est quelque chose qui vient progressivement. Après, moi, il me paraît complètement inexact de considérer que, voilà, il y a des gens qui sont faits pour. On voit, et moi j'ai vu, je pense que tu en as côtoyé, des étudiants qui, en la première année, sont excellents, exceptionnels. Ça fait
pas toujours, ça fait même, je dirais rarement, alors ça c'est une expérience personnelle, d'excellents avocats. Les théoriciens de première année ne sont jamais de bons praticiens à l'école d'avocat à proprement parler. Ça c'est véritablement tout un parcours qui a lieu, et c'est un parcours, c'est un cheminement de vie. Où est-ce que tu as pu puiser justement la motivation pour passer l'examen d'abord? Alors, je pense que ce qui est fondamental, c'est de fixer des objectifs. Le thème du Café Débat aujourd'hui, c'est comment prendre confiance en soi. C'est en fixant des objectifs et en ayant la volonté de les atteindre, on va trouver l'énergie, on va trouver la dynamique pour le faire. Et je pense que plus on travaille, plus on s'investit, plus on s'implique dans un projet, plus on se sent comme avoir des ailes pour arriver à ses objectifs. Et je crois que ce qui est fondamental, c'est de fixer des objectifs et de se dire jusqu'à quel point je suis prêt à aller pour atteindre ces objectifs. Et l'examen du barreau, je vous donne ce conseil, il faut avoir en tête de le réussir dès la première fois. Trop souvent, on rencontre des étudiants qui vont nous dire, voilà, je le passe cette année, mais je sais que c'est très dur, donc j'envisage de l'avoir peut-être au bout de la deuxième ou de la troisième fois. Non. Si vous inscrivez à l'examen du barreau, c'est pour l'avoir du premier coup. Il faut fixer ses objectifs et il faut se dire que pendant un laps de temps, on va mettre notre vie en stand-by en ne pensant qu'à cet objectif. Comme un sportif de haut niveau, comme un tennisman qui prépare Roland-Garros, il ne pense qu'à ça. Et je pense que c'est fondamental, pour trouver cette confiance en soi, il faut prendre la décision de réussir, prendre la décision d'aller jusqu'au bout et se donner les moyens pour y arriver. C'est fondamental et c'est le conseil que je vous donne à tous. Vous êtes inscrit en prépa, vous êtes inscrit à Sud Barreau, vous prenez dès à présent la décision de réussir et vous allez tout faire pour y arriver en mettant encore une fois votre vie en stand-by et en ne pensant qu'à la réussite. Alors il y a un malentendu sur cet objectif de façon générale, c'est-à-dire que parfois l'étudiant, et c'est très bien, dans le cadre de la prépa, on rencontre fréquemment ça, on a les étudiants qui fixent comme objectif quoi? La note, ou surtout la note supérieure à son petit voisin, et ainsi de suite. Les notes ne sont que des jalons. C'est certainement pas sur la note que l'objectif va être fixé, pas du tout. La note, c'est un indice. Le mieux, bien évidemment, pour savoir quel va être son objectif, et avant, au début, de fixer son objectif en fonction de son parcours. Face à nous ici, alors vous ne pouvez pas les voir, face à nous, j'ai des étudiants qui proviennent d'horizons qui sont des horizons très différentes, avec lesquels j'ai échangé, qui l'ont passé déjà une fois, qui l'ont passé 2 fois. Des étudiants ici qui ont perdu confiance en eux ou qui n'ont pas à l'origine confiance en eux, qui ont de ce point de vue-là ici un certain nombre de doutes. Et ça, déterminer les objectifs au départ, c'est absolument et tout à fait essentiel. On a des étudiants, par exemple, ici, qui ont un très bon niveau juridique, d'office. Le problème va être un problème de travail à long terme. Il ne faut surtout pas envisager le CRFPA comme étant une épreuve qui se travaille comme un sprint. Non, c'est pas ça. Il va falloir le travailler, c'est un travail de longue haleine et surtout, il ne faut pas se faire absorber sa confiance. Dans ce sens où parfois l'étudiant va venir et va démissionner auprès d'une institution, quelle qu'elle soit, souvent ça prépare, en disant tiens, ma motivation, mes objectifs, ma confiance en moi dépend de mon enseignant, de ma structure. Non, c'est au fond de vous qu'il faut puiser. Alors, tu parles de renoncement justement, de véritablement ici. Je sais que toi, par rapport à ton parcours, quelle étudiante tu étais pendant ton passage du CRFPA? C'était ça, c'est-à-dire véritablement ici, tu es venu, tu as renoncé à tout? Alors, moi j'avais une passion dans la vie, que j'ai toujours, c'est la musique. Et j'étais bien consciente que pour réussir le CRFPA, j'allais devoir mettre de côté pour un temps cette passion qui forcément me prenait du temps et beaucoup d'énergie. Quand j'ai décidé de passer le CRFPA, j'ai décidé de le passer une fois et de le réussir. Et donc, pour y arriver, alors, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me concentre entièrement à ce concours et que je ne pense qu'à ce concours. Donc j'ai dû effectivement mettre de côté mon activité d'avocat, mes plaisirs, mes loisirs, mais j'ai trouvé dans mes révisions une force qui m'a permis d'aller jusqu'au bout. Plus on travaille, plus on va prendre confiance en soi. Ce qui est flippant dans la vie, c'est quand on ne maîtrise pas. Vous êtes d'accord avec moi? Plus vous allez travailler, plus vous allez vous sentir à l'aise, plus vous allez vous sentir fort et capable de prendre le pouvoir le jour de l'examen. Donc si j'ai bien un conseil à vous donner pour cet examen, qui est un concours,
c'est de travailler efficacement. C'est pas un examen classique, c'est pas un partiel classique, c'est ça qu'il faut comprendre. Dès le premier jour de la prépa, vous êtes inscrit à l'IEJ, à Subaru, pour réussir et pour devenir avocat. C'est pas donné à tout le monde. Vous avez bien compris que vous avez été très ambitieux dans ce choix finalement. Mais tout le monde ne pourra pas devenir avocat. Ceux qui réussiront seront les plus méritants. Je pense que les compteurs sont vraiment mis à zéro dans ce concours. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre passé, peu importe votre parcours, chaque année on a des gens brillants qui ne l'ont pas, et des gens qui étaient moins brillants mais qui ont su travailler, qui ont su trouver l'énergie et qui finalement vont mieux réussir que ceux qu'on attendait initialement. Donc moi personnellement, pour répondre à ta question Mickaël, quand j'ai pris la décision de passer le barreau, c'était une priorité et je me suis mise dans les bouquins de droit du mois de juillet jusqu'aux examens et j'ai fait ça non-stop. Je ne vais pas vous mentir, je me suis vraiment privée de plein de choses pour réussir, mais en tout cas, ça n'a pas été une souffrance parce que j'ai trouvé un certain plaisir à sentir que je progressais. Il faut avoir cette idée de progression qui est fondamentale pour trouver la confiance, pour trouver la motivation. Plus vous allez travailler, plus vous allez vous exercer, plus vous allez vous sentir en confiance pour réussir. C'est un aspect qui est absolument essentiel, c'est-à-dire que de façon générale, moi ce que j'aime bien raisonner, c'est par rapport aux différents exemples. Pour ma part, moi j'ai eu un excès de confiance la première année, j'étais un brillant étudiant, j'avais eu les moments de fracture qui avaient eu lieu précédemment, c'est-à-dire j'ai eu une deuxième session, par la suite je me suis énervé, j'ai eu mes examens, mais j'ai toujours eu mes parents qui me soutenaient. J'ai raté la première année, mon CRFPA, j'ai repassé la deuxième année avec cette idée-là de vengeance. Il faut pas, je peux pas rater, il faut que je réussisse et ainsi de suite. Et là je l'ai eu. Et puis par la suite, dans les différents profils que j'ai eu, il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Il y a eu Laurence qui m'a marqué il y a des années. Il y a eu, alors je vais l'appeler Jane parce qu'elle est actuellement élève avocate et qu'elle a des difficultés par rapport à ça. Jane, ce qui s'est passé, là où elle a véritablement progressé, c'est que elle est arrivée à Subaru de la façon suivante. Elle m'a appelé, on était au mois d'octobre, je l'ai eu au téléphone. Et je sais qu'il y a un certain nombre d'étudiants ici présents que j'ai eu de la même façon au téléphone, à qui j'ai fait des promesses au téléphone. Elle m'appelle, elle me dit, je viens de le rater dans tel IEJ, peu importe l'IEJ. Comment est-ce que je peux faire pour l'avoir? Je dis alors voilà, il faut s'inscrire à mon avis dans tel autre IEJ, tu changes toutes tes matières, tu vas venir, tu vas faire du droit pénal et de la procédure pénale. Et ici, cette étudiante-là, elle était déjà endettée. Pour faire Subaru, elle s'est encore plus endettée. Elle allait squatter chez des amis tout au long de la prépa. Elle ne savait pas jusqu'où aller. Personne ne la soutenait dans son entourage. Elle ne venait pas de Paris. Les 2-3 derniers jours de la prépa ont été extrêmement difficiles parce qu'elle a eu un problème d'ordre personnel. Ce problème d'ordre personnel, c'était le prolongement de quelque chose qu'elle avait connu au début. Son mec l'a quittée alors qu'ils étaient ensemble depuis 9 ans, au début de la prépa. Fin de prépa, elle a un autre problème personnel où quelqu'un ici a un comportement complètement horrible avec elle. Très bien, ça continue à avancer, elle passe ses examens. Elle pense avoir raté. On l'a au téléphone, mais elle pense avoir raté et elle écoute cet aspect-là. Je lui dis non, tu es encore en course. Elle était effectivement encore en course. Elle vient, elle passe ses oraux. Au moment de ses oraux, à cause du stress, elle développe une tumeur. C'est quelqu'un qui est extrêmement courageux. Elle arrive et elle est élève avocate. Quand on parle de confiance en soi, moi l'idée, c'est de penser à cette jeune fille-là, de façon systématique. Jane, ici, c'est pas son vrai nom, hein. Une nouvelle fois je travestis son nom et tout. C'est une étudiante qui a ceci et dans son profil qui est absolument particulier, c'est qu'elle n'a rien pour réussir. Rien. Pourtant, elle y a cru. Elle ne l'a pas passé une fois, elle l'a passé 3 fois. Elle l'a passé 3 fois dans 3 IEJ différents avec 3 choix de matières principales différentes. C'est ça. Avoir confiance en soi, c'est qu'elle s'est dit un jour, et le jour où elle est rentrée, elle nous l'a dit au grand eau, que ce soit dans son épreuve de procédure, parce que l'option s'était mal passée. Elle est venue, elle est rentrée en disant « je vais réussir ». Les problèmes qui sont à côté, on en a tous beaucoup. Les problèmes qui sont à côté, il faut essayer de les écarter au maximum. La confiance en soi, c'est d'abord un état d'esprit de façon générale. Parce que dans l'organisation générale des études que vous suivez, il est une conception qui est purement ici, on va dire, universitaire et parfois publique, de considérer ici qu'il faut traiter l'étudiant en montrant ses lacunes. A l'inverse, vous développez tous et toutes, vous avez tous et toutes, et ça c'est quelque chose qui vraiment rebondit dans l'esprit de certaines personnes, vous avez tous et toutes, réfléchissez bien, un pouvoir X-Men. Un pouvoir en vous qui est particulier, qui détonne par rapport aux autres. Vous êtes meilleur que les autres dans un certain nombre de domaines. Ce peut être la concentration, ce peut être la force, la capacité de travail, vous savez gérer votre sommeil, vous êtes capable de vous endormir
quand vous le souhaitez, ici, vous avez tous un pouvoir. Songez à ce pouvoir, à cette spécificité que vous avez. Cultivez-la. Être avocat, c'est l'inverse d'un certain nombre d'autres études. Ce n'est pas entrer dans un moule. Et justement, tu parlais de ta passion. Jusqu'où t'as conduit ta passion? Alors moi, avant d'être avocat, j'étais auteur, compositeur, interprète. Je sais, ça paraît totalement fou, mais sachez qu'en tout cas, c'est bien réel. Et j'avais comme ça une activité de chanteuse. J'avais un groupe, j'écrivais des chansons, je les enregistrais en studio, je montais sur scène. Et c'était vraiment une passion folle. Alors, bien sûr, par précaution, j'ai toujours continué mes études parce que je savais pertinemment que c'était important d'avoir un bagage. J'étais également consciente des limites du monde de la musique, où pour le coup, tout tient sur un fil, rien n'est sûr. Mais en tout cas, tout ce que vous aurez fait au préalable pourra vous servir. Moi, mon expérience de chanteuse et d'artiste m'a beaucoup servi dans mes plaidoiries, parce que finalement, être avocat, c'est un peu être artiste, puisqu'on plaide, on rédige des conclusions, donc il y a un côté écriture, création, alors même si évidemment on est tenu de relater une vérité judiciaire qui repose sur les éléments qu'on versera au débat, mais il y a un côté très artistique dans ce métier, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a tant d'admiration et tant de fantasmes autour de la profession d'avocat. C'est un métier hors du commun, avec, selon moi, un côté artistique assez conséquent et bien plus que ce qu'on peut imaginer. Mais en tout cas, tout ce que j'ai pu faire dans la musique, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup servi. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont un côté artiste, je ne sais pas s'il y a des chanteurs, des comédiens, mais c'est pas incompatible, au contraire, ça pourra permettre de dépasser vos limites lorsque vous serez avocat. Ça, c'est un aspect qui est assez intéressant, c'est-à-dire que tout le monde, comme toi, peut essayer et doit cultiver finalement cette espèce de jardin secret, ce jardin personnel qui fait son altérité, sa spécificité. Vous avez tous des spécificités, certains d'entre vous même ont déjà des familles, d'autres ici ont un certain nombre de loisirs, et tout cet aspect-là est quelque chose qui vous entretient. Sur la confiance en soi, moi je me souviens il y a quelques jours, une discussion que j'ai eue avec un de mes étudiants, et cette discussion avait trait à ça, c'est-à-dire que dans le cadre de Subarro, ce qu'on a créé il y a quelques années, alors au tout début, ce qui est assez drôle, c'est que ça a été raillé sur les réseaux sociaux et qu'aujourd'hui c'est copié, donc c'est très intéressant comme aspect, c'est les foulées thématiques. Alors moi, l'idée de façon générale, c'était quoi? Il y a eu la création de Subarro, et au moment de la création de Subarro, il y a, entourant cette structure-là et la façon dont on procède d'un point de vue pédagogique, toute l'idée ici de se mettre au service de l'étudiant, de ne pas le considérer comme étant un client, et surtout ici de proposer quelque chose qui est totalement optionnel, puisque l'étudiant n'est pas obligé de venir chez nous, à la différence d'un de nos vies. Et c'était de lancer, de permettre à certains étudiants de venir, quand ils ont en eux une certaine rage à exprimer, de venir, on va et on court ensemble. On va en cours, on s'exprime, on y arrive. Et puis il y a quelques semaines, à un moment donné, on s'est dit très bien, il ne faisait pas beau, je m'en souviens, et avec mon camarade de foulée thématique, on s'est dit, pourquoi pas faire un urban soccer? Alors on a commencé un urban soccer, un étudiant de la prépa est venu, un étudiant de la prépa annuelle est venu en me disant, je culpabilise, pendant ce temps-là, je ne révise pas. J'ai dit, ah bon, tu ne révises pas, c'est très bien, parce que moi, ça fait plusieurs semaines que je viens de voir en cours, et je ne te trouve pas très en forme, je ne trouve pas très attentif en cours, tu prends moins bien tes notes, et puis on voit un étudiant qui est en train d'essayer de décrocher, qu'est-ce qui se passe? Il était au premier ou au deuxième rang, il se retrouve au quatrième ou au cinquième rang, puis dans le fond, il arrive tout le temps 5 minutes en avance, il arrive un petit peu en retard, il vient à tous les cours de notes de synthèse, il vient moins. C'est comme ça qu'on va identifier un étudiant qui est en train de lâcher. Cet étudiant-là, on le récupère, on lui dit viens, pendant 1 heure tu vas te dépenser, tu vas courir, tu en as besoin. C'est un grand gaillard, il est fort, il est puissant, il a besoin de taper dans un ballon. Il n'y a rien de plus explicite pour un garçon que de taper dans un ballon, il se défoule. Voilà, il a tapé dans son ballon. Et le lendemain, je demande à son enseignant, il était là en cours, oui il était là, il était à l'heure, il était au deuxième rang, bien, il remonte progressivement. La semaine prochaine, il sera au premier rang, de ce point de vue-là. Confiance en soi, ça passe par des petites choses. C'est-à-dire ces petites choses, je pense, c'est des rendez-vous avec soi-même. Il y a certaines personnes qui donnent des pouvoirs clés en main, comme ça, un certain nombre d'exercices. J'ai regardé justement Henrik, j'ai lu un ouvrage de développement personnel à la maison que je lis de temps en temps. Et justement, pour prendre confiance en soi, il y avait marqué, on se met devant sa glace et on se dit qu'on est beau, qu'on est fantastique, qu'on est merveilleux. Mais
ça ne peut pas être universel. J'entends par là parce qu'il y a quand même une difficulté fondamentale là-dessus. Nos étudiants, à 4 jours de l'examen, franchement, Henrik, ils seront affreux. Ça fera 1 mois qu'ils ne seront pas sortis. Ça sera normal d'être blancs. Ce qui est inquiétant, c'est d'être beau la veille d'un examen, ça je vous le dis. Ah oui. Plus vous aurez les cernes, plus vous aurez mal au dos, mal aux yeux, c'est bon signe. Vous allez pleurer de temps en temps aussi, ça c'est normal. Mais c'est dans la souffrance qu'on trouve la force. Et pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, c'est très important de faire des pauses et de dormir également, parce que le sommeil, ça va être votre carburant. Si vous êtes totalement crevé le jour des épreuves, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Donc tout au long de la prépa, il faudra essayer de trouver un équilibre, un juste milieu. Le but, c'est pas d'arriver totalement mort le jour J. Lorsque vous sentez que vous n'arrivez plus à avancer, que vous n'arrivez plus à progresser, il faut faire des pauses. Il faut aller s'aérer, il faut aller se vider la tête. Et c'est ça le plus difficile, c'est-à-dire que, encore une fois, trouver un équilibre entre un travail efficace et l'idée aussi qu'il faut se reposer, dormir et avoir suffisamment de force pour être performant le jour des examens. Donc n'hésitez pas à faire des pauses. Et le sommeil, encore une fois, c'est votre carburant, c'est fondamental. Il faut prévoir, alors nous à Subaru, le samedi il n'y a pas cours, donc il faut récupérer, il faut dormir le samedi pour récupérer. Et je pense que c'est fondamental, je vous assure, c'est un petit peu bizarre de dire qu'il faut dormir pour réussir un examen. Mais ce qui est certain, c'est que, alors Henrik vous en parlera peut-être, mais le jour J, vous allez être hyper stressé. Si en plus, vous n'avez pas le sommeil suffisant pour trouver la force, vous allez vous effondrer. Donc faire des pauses lorsque vous sentez que vous ne progressez plus et lorsque vous sentez que vous n'imprimez plus les choses, et surtout dormir suffisamment pour être performant le jour des épreuves. Alors, l'essentiel aussi, si je peux me permettre, oui, bien sûr. C'est que... Je vais venir là, peut-être là, ici, comme ça, peut-être mieux. Ouais. C'est que le fait, notre cerveau il est fait pour, il est programmé pour observer les choses négatives. Effectivement, les choses positives qui nous arrivent, on peut y prendre que du bénéfice. Mais par contre, une chose négative peut nous faire sombrer. Donc finalement, notre cerveau est câblé pour repérer en priorité les éléments négatifs. Donc effectivement, la note que vous avez un peu moins bonne que d'habitude, ça, vous allez focaliser dessus. Le moment où vous êtes un peu moins en forme, vous allez aussi focaliser dessus. Et ça, c'est absolument problématique. C'est comme une plaie. Une plaie, si on la regarde et si on l'observe et si on ne pense qu'à elle, ça va piquer, ça va gratter, comme une piqûre de moustique. À partir du moment où on arrive à focaliser son esprit ailleurs, mais finalement, on finit par l'oublier et puis aller vers quelque chose de positif. Donc, si vous focalisez uniquement sur fournir de l'effort, essayer de vous dépasser, c'est absolument essentiel, mais capable aussi d'alterner avec des moments de plaisir pour ne pas penser à ça, pour permettre au cerveau de se ressourcer et de s'orienter aussi vers des choses positives. C'est pas seulement un conseil ou une recommandation, c'est absolument nécessaire, c'est essentiel. Et c'est ce qui va permettre à votre cerveau de produire toutes ces hormones qui vous permettent d'une part de mieux dormir et puis d'être davantage concentré et d'avoir un raisonnement optimal le jour de l'examen. Alors il y a 2 types de questions qui sont fournies par Facebook justement. La première question c'est le stress lors des écrits, et la deuxième question, mais qui revient énormément et beaucoup plus que la précédente, c'est la timidité, voire même Amine nous parle de timidité maladive. Ça fait la 4e fois qu'on pose la question, est-ce qu'on peut devenir avocat tout simplement en étant timide maladif? Alors je pense qu'il faut avoir en tête l'idée de la progression. C'est-à-dire que entre le moment où vous allez débuter votre exercice et puis les années qui vont arriver par la suite, vous allez avoir une marge de progression. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est facile pour personne. C'est pas simple lorsqu'on défend, déjà défendre quelqu'un, c'est pas quelque chose de inné ou de naturel. Alors bien sûr, on vous dira oui, j'avais la vocation, j'ai toujours rêvé d'être avocat, mais même pour ceux qui ont toujours rêvé d'être avocat, c'est pas évident de prendre la parole devant un juge et de défendre. C'est quand même quelque chose de très particulier. Donc déjà, il faut vous relaxer en ayant conscience que c'est simple pour personne. La plaidoirie, c'est une prouesse intellectuelle, et il y a aussi un jeu d'acteur qui est nécessaire. Mais ce que vous devez vous dire lorsque vous serez devant un juge, c'est que vous avez 2 possibilités. Soit vous faites une bonne plaidoirie et peut-être vous avez une chance de remporter le dossier, soit vous faites une mauvaise plaidoirie et à ce moment-là, il y a de fortes chances pour que ça soit foutu. En tout cas, dans les procédures orales comme le droit du travail où la plaidoirie est fondamentale. Donc je pense qu'il y a un élément qui peut vous motiver, c'est de vous dire que de toute façon, c'est quelque chose d'éprouvant une plaidoirie. Donc autant que ça se passe bien, parce que si en plus ça se passe mal, ça sera encore plus difficile à vivre. Et moi, c'est ce que je me dis quand je suis devant un juge et qu'on me donne la parole. J'ai plus le choix. Soit je gagne, soit je perds. Moi, j'ai envie de gagner, personnellement. Vous aussi, je pense. Donc j'ai plus le choix. Je donne tout,
je vais à fond et ainsi je vivrai beaucoup mieux les choses que si je ne me donnais pas à fond, parce que si je ne me donne pas à fond, la plaidoirie sera mauvaise et je vais d'autant plus souffrir pendant cette plaidoirie-là. Donc pour répondre à la question de cet étudiant, c'est évident pour personne, il y a une marge de progression qui est évidente, il faut s'exercer, s'entraîner, pourquoi pas apprendre des cours de théâtre, mais je pense qu'on peut aller au-delà de cet obstacle, et en tout cas, vous aurez forcément une marge de progression. Même pour une personne timide, oui. Même pour une personne timide, rien n'est impossible. Moi, j'ai toujours en tête cette personne, je crois que c'était aux Jeux Olympiques, une marcheuse, une marathonienne, qui se fait une blessure incroyable à la cheville. A priori, elle était plus du tout capable de marcher, mais elle réussit à faire quelques kilomètres avec cette blessure. Les médecins ne comprennent pas, elle-même ne comprend pas, parce qu'elle découvre finalement le diagnostic une fois arrivée, mais elle a réussi à le faire. Pourquoi? Parce qu'elle était focalisée sur quelque chose. C'est un obstacle, mais elle a réussi à dépasser cet obstacle. Moi, j'ai un collègue à l'université, je ne vous dirai pas où, qui est un véritable showman en amphi. Quand il prend le micro, quand il est devant des centaines d'étudiants, il arrive à faire un show incroyable. Dès lors qu'il pose le micro, qu'il sort de l'amphi, dès qu'on lui parle, il devient tout rouge, il bégaye, il est incapable de parler. Qu'est-ce qui fait que cette personne qui est un timide maladif dans la vie de tous les jours devient un vrai showman? Alors là, on fait le grand écart. C'est tout simplement parce qu'il a un rôle, il a un objectif. Et un peu comme une personne qui arrive à dépasser cette douleur parce qu'elle est obstinée par un objectif, à savoir transmettre à des étudiants un savoir qui la passionne, ou alors réussir à atteindre la ligne d'arrivée de quelque chose que je prépare depuis des années, et bien l'avocat qui se fixe un objectif et qui est passionné par ce qu'il fait, qui a vraiment envie de défendre son client, peut réussir à dépasser des obstacles, même personnels, à savoir la timidité. Donc c'est tout à fait possible. Je me souviens par rapport à la timidité, cet aspect-là. D'abord, il faut relativiser le CRFPA aujourd'hui. Il y a le grand O, il y a l'oral de langue. Bon, ce sont les deux seuls oraux. Avant, il y avait beaucoup plus d'oraux. Vous focalisez là-dessus, il faut vous dire que le grand O, vous allez plaider le plus beau dossier qui existe, c'est vous-même. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Puiser en vous-même la motivation. Donc ça, la motivation, elle sera nécessairement présente. Ça, c'est le premier aspect. D'autre part, la timidité, elle arrive à se vaincre. Pourquoi? Parce qu'on arrive à voir les ressorts de la timidité à un moment donné, sans aller trop loin. Moi, j'étais extrêmement timide quand j'étais jeune. Et ce qui s'est passé, moi, c'est une histoire de fille. C'était une histoire de fille. C'était une fille, je me souviens, c'était bien avant de me marier, etc. Donc voilà. J'ai bien fait d'ailleurs de ne pas aller vers cette jeune fille. C'était une soirée, je me souviens très bien, la fille me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, il faut que j'aille lui parler, il faut que j'aille lui parler. Ça a duré toute la soirée. Au final, quelqu'un d'autre allait lui parler, est sorti avec, il me l'a volé. Et tout le temps, je me disais, tiens, il m'a volé cet aspect-là de ma vie. Bon. Et concrètement, ça a été quelque chose qui était assez quotidien, où j'essayais de faire en sorte de vaincre cette timidité. C'était difficile. En famille, ma sœur, par exemple, est quelqu'un qui est assez présent, qui était largement valorisé dans ma famille. Et moi, j'avais du mal à prendre la parole en public. Beaucoup de mal. Je sais que ça peut paraître complètement absurde aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que je fais très régulièrement. J'avais du mal, j'avais des difficultés, j'avais peur d'être ridicule, et ainsi de suite. Et un jour, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas tant un pouvoir que j'ai, c'est une conscience, je pense, que j'ai, qui est de façon générale. C'est-à-dire que pendant toute cette période-là où j'étais nul, je n'arrivais pas à exprimer des choses, j'ai gardé des choses en moi. J'ai lu, j'ai travaillé, j'ai regardé la télé, j'ai appris des films. Et tout ça, ça m'a alimenté. Et le jour où j'ai commencé à parler un petit peu, qui devait être simplement vers l'âge de 20 ans à peu près, où j'ai commencé à me sentir plus à l'aise, je me suis rendu compte que j'étais capable de parler pendant des heures, que c'était relativement intéressant, parfois pas du tout, mais relativement intéressant, j'étais capable de convaincre un réverbère de me suivre. C'est-à-dire que concrètement, je n'ai plus aucune difficulté par rapport à ça. Pourquoi j'ai pas de difficulté? Parce que j'ai travaillé suffisamment pour me dire que c'était possible. Comment j'ai fait? J'ai suivi des cours de théâtre à un moment donné, j'étais nul. J'ai suivi par la suite un certain nombre d'autres éléments. Quand j'allais en public avec des amis au restaurant, c'est ridicule, je prenais la commande pour tout le monde. Je me levais et je commandais pour tout le monde. Je me trompais tout le temps, je me faisais reprendre, mais c'était bien. Je chante très mal, contrairement à Amandine. Mais très mal, vous n'imaginez pas. Il y a un jour peut-être, elle fuitera, un jour peut-être. Il y a quelques temps avant le mariage d'Amandine, il y a eu ici un karaoké qu'on a fait ensemble, justement, où on chante en duo. Ce duo est absolument exceptionnel. Et vous voyez à quel point je suis capable de chanter faux. On dirait que c'est un exploit à ce point-là. Pourtant, j'allais au karaoké pour chanter et pour m'habituer à la prise de parole en public. Aujourd'hui, je peux le dire clairement, je n'ai plus peur. Il m'est arrivé dernièrement d'arriver dans un amphi complet d'une centaine de personnes hostiles. C'est-à-dire, vous arrivez face à vous,
Il y a des gens, vous savez, qui sont contre vous, mais ce n'est pas du tout de la paranoïa. C'est contre vous, c'est apparu avant sur les réseaux sociaux. Donc vous êtes là, on vous a prévenu, vous allez avoir un accueil abominable. Vous y allez, et c'est simple. Vous avez un combat à mener. Donc on enfile son armure de chevalier, et puis on y va, de façon générale. Et on ressort, on fait tout. C'est-à-dire concrètement, là, par contre, c'est pas tant la timidité, mais tout le reste y va. Pourquoi? Parce que pour vaincre sa timidité, il y a un certain nombre d'autres éléments. C'est-à-dire que vous devez aussi jouer un personnage. À un oral, on joue un personnage. Vous jouez vous-même comme personnage. On peut, par exemple, imaginer, c'est quelque chose qui est fréquemment dit, votre jury qui est face à vous, en caleçon. Tout d'un coup, ça va le relativiser, par exemple, à l'oral. Quand j'ai passé l'agrégation, la première fois que je passais l'agrégation, j'avais face à moi différentes personnes. C'était très impressionnant. Je sentais bien que je n'étais pas tout à fait dans le moule, que je n'allais pas dire exactement ce qu'ils attendaient. Ça a été un des réflexes que j'ai eu, c'est-à-dire complètement de les relativiser les uns après les autres et de me raconter dans ma tête leur vie telle que je pouvais l'enfantasmer, mais en racontant n'importe quoi sur les uns et les autres. Tiens, monsieur, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être très malheureux dans sa vie parce que franchement, avoir des pellicules à ce point-là, c'est un mec qui ne fait pas attention à lui. Et comme ça, j'oscillais de l'un et l'autre en me racontant ces éléments. Ça permet de relativiser. On ne joue pas sa vie lors d'un oral du tout. L'idée, c'est de s'entraîner. Avec l'entraînement, les défauts, vous allez pouvoir les gommer. Exactement. Et c'est pour ça aussi qu'à Sud Barreau, on vous propose des examens blancs toutes les semaines. Et je pense que c'est aussi comme ça que vous allez prendre en compte vous, parce que vous allez vous prouver que vous êtes capable de rendre une copie en respectant les délais, en respectant les impératifs et en obtenant des notes qui vont être de plus en plus convaincantes. Donc s'il y a bien une manière de prendre confiance en soi, c'est bien sûr de travailler, mais surtout de s'exercer. Plus vous allez vous exercer, plus vous allez sentir que vous progressez, et la progression, ce sentiment, va vous donner la force d'aller jusqu'au bout et de prendre le pouvoir le jour de l'examen. C'est fondamental de s'exercer, et c'est un peu ce que tu disais par rapport au karaoké. Tu y allais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au bout de la 10e fois, tu étais à l'aise, ouais, mais tu étais détendu. Mais tu vois, je suis à l'aise. C'est ça, mais c'est un peu la même idée pour le barreau. On compose une fois, deux fois, trois fois. Au début, on est stressé. La deuxième fois, on perd ses moyens, mais plus on va s'exercer, plus on va prendre confiance en soi et plus on va rendre des copies qui sont claires, précises, de manière à obtenir le barreau. Je crois qu'Henrik, et là j'emprunte vraiment un de tes domaines de compétences, c'est ça quitter sa zone de confort, c'est pas du tout... Si, c'est ça, parce que effectivement, on parlait de stress, il y a une question sur le stress. Le stress, ça porte aussi un autre nom, c'est le syndrome d'adaptation généralisée. Quand on doit s'adapter, c'est-à-dire faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, eh bien notre corps, il se met dans une sorte d'état où il va mobiliser notamment du sang, alors du sang qui va venir au cerveau, on va avoir des gens qui vont commencer à se rigidifier, on va devenir tout sec, notamment on va avoir la bouche sèche, parce que notre corps, il se prépare à quoi? Il se prépare à fuir, au cas où ça se passe mal. C'est ça le stress. Mais plus on sort de sa zone de confiance et de confort, plus on s'exerce, plus on s'habitue, et bien moins on a la nécessité de s'adapter le jour J. Puisque c'est quelque chose que vous aurez fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et votre cerveau ne va pas analyser cette situation, cet oral ou cette plaidoirie, cet avocat comme étant une nouveauté, mais comme étant quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Donc bien évidemment, vous aurez certainement un stress qui est à l'enjeu, mais qui sera beaucoup moins handicapant que le stress qui vous donne notamment la bouche sèche, qui vous fait mal au dos, qui vous met la boule au ventre et qui vous empêche de parler. Voilà. Donc sortir de cette zone de confiance et de confort, c'est justement s'exercer à habituer son cerveau à des situations qui sont un peu délicates, en tout cas qui vous mettent en difficulté. Alors il y a Dan sur les réseaux, mais vous pouvez également poser vos questions, hein, n'hésitez pas, qui pose une question sur la façon de gérer l'aléa lié notamment à la réforme, mais ce n'est pas uniquement ça, par rapport à cet examen qu'est le CRFPA. Alors encore une fois, plus vous allez travailler, plus l'aléa va se réduire, plus vous allez traiter de problèmes de droit, plus vous aurez une chance de reconnaître et de tomber sur des problèmes de droit que vous aurez préalablement traités. C'est la raison pour laquelle à Sud Barreau, non seulement vous aurez des examens blancs tout au long de la prépa, mais vous aurez aussi des cas pratiques qui vous seront proposés en cours. C'est mathématique, je veux dire, pour chaque chapitre, pour chaque thème, il n'y a pas un nombre de problématiques illimité. Donc plus vous allez bosser sur ces problèmes de droit, plus vous allez en voir et plus vous allez réduire l'aléa. Donc si j'ai bien un conseil à vous donner, encore je sais que je me répète, mais il faut travailler dur, c'est pas un petit partiel, c'est un concours, et pour être performant, pour être précis, pour être clair et net le jour des épreuves, il faut avoir au préalable
appris votre cours, mais surtout, il faut avoir au préalable rédigé et s'être exercé sur des cas pratiques. Et c'est ainsi que l'aléa se réduira au fur et à mesure de votre progression et de vos révisions. C'est ça concrètement, la prise de confiance en soi, c'est aussi l'impression à un moment donné que vous allez avoir de maîtriser. Tout à l'heure, je discutais avec un certain nombre d'étudiants qui me disaient, je crois d'ailleurs que c'était Morgane qui me disait ça tout à l'heure, qui me disait, tiens, aujourd'hui, je ne me sens pas prête. Je dis, mais c'est super ce que tu me dis, c'est une très bonne nouvelle. Si tu étais prête aujourd'hui, ce serait une très mauvaise nouvelle. C'est pas aujourd'hui l'examen. C'est dans longtemps. Alors, si tu es prête aujourd'hui, il va falloir essayer de conserver cet état d'esprit, ainsi de suite. On ne peut pas être prêt. Il y a toute une structure, toute une préparation à effectuer. Et il y a tous ces aspects-là. La seule chose, c'est de ne jamais, durant cette préparation-là, être dans une situation dans laquelle on tâtonne. Tâtonner, c'est quoi? C'est essayer ça, essayer ça, essayer ça. On peut construire, on ne tâtonne pas. On a une éminente, justement, enseignante en note de synthèse, justement, qui va vous apprendre ces différents éléments. On ne tâtonne plus en note de synthèse. L'idée, c'est quoi? Vous allez progressivement bâtir soit votre propre méthode, soit en adopter une qui est, de ce point de vue-là, la méthode qui sera le plus appropriée pour vous. Alors, quelles sont vos questions maintenant? Oui, Ibrahim. Vous avez parlé de juste milieu à trouver dans le cadre de notre charge de travail que l'on doit mener chaque jour. Simplement, quelle est concrètement cette charge de travail que l'on doit trouver? Parce que la crainte, en fait, c'est soit de ne pas trop, de ne pas en faire assez, soit d'en faire beaucoup, Alors, trop peu pour ce qui est demandé. Je pense que c'est jamais trop, en fait. C'est-à-dire que tant que tu as le moral et tant que tu te sens bien, enfin, tant que tu n'es pas en dépression nerveuse, quoi, si tu veux, il faut que tu bosses. Maintenant, ce qui doit te faire prendre une pause, c'est lorsque tu n'en peux plus. Simplement. Parce que si tu n'en peux plus et que tu continues, tu vas sombrer. Mais globalement, il faut beaucoup travailler. Tant que tu peux, tu vas à fond. Maintenant, quand tu sens que tu vas vraiment arriver à bout et que ça va être quelque chose de nocif pour toi, il faut s'aérer, il faut prendre des pauses. Mais n'aie pas peur de trop travailler, tu ne travailleras jamais assez. Est-ce que je peux appuyer un petit peu oui, ça? Bien sûr. Effectivement, c'est pas ton quantité, mais c'est la manière de faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu apprends, eh bien, il va se passer des choses dans ton cerveau. Il va y avoir des connexions nerveuses qui vont se créer. Et ces connexions nerveuses, finalement, une fois que tu répètes l'opération, elles vont t'aider le jour de l'examen. Mais le problème, c'est que si tu travailles par trop gros paquets, tu travailles 5 heures de suite, par exemple, en étant fatigué, il faut savoir que tes premiers apprentissages qui vont créer les connexions nerveuses, eh bien, les connexions nerveuses qui vont venir après vont venir perturber les premières. Et celles que tu vas apprendre après vont venir perturber encore une fois les secondes. Donc 5 heures de travail d'affilée, à moins que tu en aies la capacité, que tu ne sois pas fatigué, c'est pas une bonne méthode de travail. Par contre, travailler du matin jusqu'au soir en entrecoupant ta journée de moments de plaisir, de moments de pause, mais des vraies pauses, ça permet notamment à ton cerveau de se calmer un petit peu, de se poser, et puis l'apprentissage que tu reprendras après, eh bien finalement, ça ne viendra pas perturber le premier apprentissage. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle les potentiels d'action, c'est une activité électrique. Notre cerveau fonctionne à l'électricité. Bien évidemment, si tu mets deux circuits électriques trop proches, eh ben, ça se perturbe. Voilà. Donc, et ça, l'indicateur, comme disait Amandine, c'est ton niveau de fatigue. Quand tu commences à voir que tu es fatigué, que ton esprit va ailleurs, que tu commences à voir plus la mouche qui vole sur toi que les lettres sur ta copie, et bien là, c'est le signe de dire stop, j'arrête. Mais il faut vraiment s'arrêter parce que si tu continues alors que tu es fatigué et que tu n'imprimes plus, tu vas mal enregistrer et après ça sera très dur de te défaire de ce que tu auras mal appris si tu veux. Donc c'est à toi de te gérer et de te dire ok là ça sert à rien que je continue, je maîtrise plus rien, j'arrive plus à enregistrer, je fais une pause et puis je me remettrai au travail lorsque j'aurai repris des forces. Mais il faut vraiment faire attention à ça et encore une fois le sommeil c'est fondamental. Il ne faut pas hésiter à faire des siestes. Justement, le sommeil, ce qui est très intéressant, c'est que les études montrent que l'activité cérébrale que tu as dans la journée, c'est-à-dire quand tu apprends quelque chose, tu vas lire, tu vas écrire et tu vas parler éventuellement. Et lire, écrire, parler, ça mobilise des zones du cerveau tout à fait différentes. Et bien quand tu dors, on s'aperçoit que ces mêmes zones du cerveau se réactivent dans la nuit. C'est-à-dire que c'est la nuit que toutes les informations seront travaillées pour aller en mémoire à long terme. Mais si tu te prives de sommeil parce que tu te couches trop tard, que tu te lèves trop tôt, et bien finalement tes cycles seront décalés. Et puis malheureusement, ce que tu as appris, ça sera valable une semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines, 4 semaines, parce que tu es un étudiant et ton cerveau est habitué. Mais par contre, le jour où tu vas devoir faire cet exercice, à un moment un peu plus stressant, c'est-à-dire le jour de l'examen, bien malheureusement tu n'y arriveras pas. Donc entrecouper notamment tes périodes de travail par une sieste, alors quand je parle de sieste, c'est pas s'endormir pendant 1 heure, c'est fermer les yeux pendant un quart d'heure.
Rien que ça permet de récupérer. C'est ce que font les skippers, d'ailleurs, qui font un traversée du globe en solitaire. Ils ne peuvent pas dormir 3 heures de suite. Ils font des micro-pauses d'un quart d'heure. Mais ça repose suffisamment le cerveau. Et surtout, ne pas se priver de sommeil. Sinon, effectivement, ça se tirer de balle en vie. Mais je crois que là où c'est délicat, c'est qu'il faut vraiment s'adapter étudiant par étudiant. Ce que j'entends par là, c'est que je vais dire des choses qu'on n'aurait jamais dire, etc. On est par exemple en période de Ramadan à l'heure actuelle. Il y a la période de Yom Kippour aussi qui va concerner une partie des étudiants. Et puis il y a d'autres personnes qui ont d'autres spécificités, pas liées à la religion, mais liées à d'autres aspects, qui ont besoin de beaucoup, de moins de sommeil, ainsi de suite. Notamment, je pense aux fumeurs. Bon, c'est bizarre comme catégorie. On va faire ces différentes catégories-là. On sait qu'en période de Ramadan, par exemple, c'est une période pendant laquelle il y a des personnes qui ne vont pas manger du matin jusqu'au soir. Leur capacité de travail est amoindrie. Mais à la fin du Ramadan, leur capacité de travail se démultiplie. Il y a un certain nombre d'éléments. Ils reprennent un rythme de vie. Et ce rythme de vie crée justement un certain nombre de développements, et notamment d'un point de vue intellectuel, c'est un moment qui est particulièrement fécond. Je crois que le Ramadan, par exemple, cette année finit le 26 juin, récemment, ça doit être quelque chose comme ça. Ça tombe exactement au bon moment. Pensez à vos camarades qui, il y a 3 ans, avaient le Ramadan jusqu'à 4-5 jours avant le CRFPA. C'est un point qui est particulièrement délicat. On peut penser à Yom Kippour de la même façon, qui crée un aspect de frustration qui est assez considérable également. Et on peut penser également aux fumeurs. Il y a une idée qui est véhiculée, c'est le fumeur qui se frustre. Tu es fumeur, tu vas te frustrer, tu es en train de travailler, non, je ne m'interromprai pas pour aller fumer, je ne m'interromprai pas pour aller fumer, et tu ne penses finalement qu'à quoi? Qu'à fumer. Toute cette période-là, qui va durer une demi-heure, 1 heure, c'est une période de non-travail. La période où on travaille doit être une période qui est consacrée exclusivement au travail. La période où on décroche est une période où parfois il faut être capable. Mais ça, il faut faire le point avec quelqu'un dont c'est le métier d'être apte. Il y a des étudiants qui ont besoin d'être soutenus. On a besoin de vous dire, vous vous levez à 8 h du matin et vous vous couchez à minuit. D'autres ont la motivation en eux et vivent des aspects qui sont délicats. On a parmi nos étudiants notamment des papas et des mamans de famille. Je ne peux pas dire à une mère de famille, écoute, fais tes nuits, tes gosses, même s'ils ont 6 mois ou 1 an, c'est pas grave s'ils ne font pas leur nuit. Non, il faut s'adapter de ce point de vue-là. Et c'est pour ça qu'il faut véritablement essayer de rechercher à chaque fois quel est par rapport à vous, justement, le bon équilibre entre ces périodes de travail et l'adaptation par rapport au sommeil, à la nourriture et ainsi de suite. Il n'existe pas de possibilités dans lesquelles vous allez échouer. Ça, c'est le moment où on fait une prise de décision par rapport à la réussite. Je pense que c'est le point de départ de cette prise de conscience en soi, ici. Alors, pas envisager l'échec. Excuse-moi, je te coupe parce que je voudrais rebondir par rapport à ce que tu as dit. Il faut véritablement ne penser qu'à la victoire. Donc l'échec, il ne faut pas en parler maintenant. Vous avez un objectif à atteindre, le barreau au mois de septembre, vous ne pensez qu'à la réussite et je pense que ça participe à cette motivation et à cette manière aussi de se surpasser. Vous le visez en une seule fois et vous dites que c'est votre année. Vous prenez la décision de réussir. Il faut vraiment que vous mettiez ça en tête et je pense que c'est très important pour réussir un examen de cette enquête. Je sais qu'on a aussi des étudiants de l'an dernier qui sont là, l'USRA. Je me permets de t'interroger, peut-être que tu as des conseils à donner aussi par rapport à cette motivation que toi tu as pu trouver l'an dernier, puisque tu as été admise au CRFPA. Est-ce que tu peux leur donner peut-être, leur faire part de ton expérience ou, Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai fait des études de droit classique à Nanterre. Et puis, j'étais plutôt bonne étudiante, en fait. Pour les gens, j'avais 12 à peu près sur mon projet, Puis, arrivée au CRFPA, j'ai perdu, mais totalement confiance en moi. C'est-à-dire que, je sais pas, peut-être parce qu'on me disait tout le temps que le CRFPA c'était dur et tout. Donc, du coup, pour moi, c'était non, je n'aurais jamais. Voilà, je perdais confiance dès qu'on parlait du CRFPA. Et puis, quand j'ai fait ce barreau, du coup, cette confiance, elle est un petit peu, beaucoup remontée. Parce que du coup, j'ai pris conscience que c'était pas, c'est pas si compliqué que ça. Et je sais pas, même aujourd'hui, je sais pas comment expliquer pourquoi est-ce que j'ai. Voilà, le CRFPA, pour moi, c'était impossible à atteindre, alors qu'en fait, pas du tout. il faut essayer peut-être de relativiser, de dédramatiser. On en fait tout un plat, le barreau, le CRFPA, ça fait peur, le grand oral, ça traumatise, etc. Je pense que la première chose, et vous allez comprendre avec nous au fur et à mesure, c'est que c'est réalisable à condition de s'en donner les moyens. Et plus vous allez vous exercer, plus vous allez vous progresser, plus vous allez dédramatiser cet examen du barreau. Et c'est un peu ce que tu nous dis, Yousra, c'est-à-dire que quand tu as été dans
dans le bain des révisions, finalement, je t'ai rendu compte que c'était pas si compliqué que ça, et tu as réalisé que c'était accessible, et effectivement, ça a aussi joué sur ta motivation. C'est pas si compliqué que ça, je pense, à condition effectivement de trouver, alors de beaucoup travailler la méthode, parce que je pense que le cours, on le connaît tous en fait. On fait des matières qu'on a tous vues dans la licence, master, procédure pénale, procédure civile, tout ça on connaît. Ce qui est important, c'est d'acquérir une méthode, et ça vient effectivement avec l'entraînement. Ce qui est important aussi, c'est d'acquérir un peu de travail. Et moi, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était, c'est pas facile un maquillage de travail, parce qu'on veut tous, comme ce que tu disais, on a tous envie de travailler. Moi, je me disais, allez, je me lève le matin, ça c'est la progression à 7h du matin, je finissais à 23h et tout. Et puis après, il y a eu le conseil de Wissam qui m'ont beaucoup aidé, parce qu'il disait, bon bah... Wissam, c'est notre coach. Ouais. Il sera là également cet été. Ça m'a énormément aidé parce qu'il vous permet comme ça, il donne des conseils pour trouver, faire une journée type de révision. Et du coup, moi je l'avais fait un petit planning, bon, 8h midi, telle matière, 14h, 17h, telle matière, je ne sais plus exactement. Et puis à 5h, je fermais tout. Voilà, moi en tout cas, je m'étais fait ce rythme-là. Mais par contre, quand je travaillais efficacement. Donc voilà, mais je travaillais plus pendant les heures et tout. En plus, moi, je sais pas vous, mais moi j'ai mal à la tête quand je travaille trop. Voilà, c'est une catastrophe. Je commence à avoir mal à la tête, en fait. En plus, avec la chaleur, donc là, je m'arrête. C'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, quand vous sentez que vous êtes au bout du rouleau, ça sert à rien de continuer, il vaut mieux faire une pause, s'arrêter et puis reprendre une fois que vous aurez les idées claires. Ça génère de la frustration, et puis vous associez les révisions à quelque chose qui est assez négatif, quelque chose qui est perturbant, quelque chose qui est une contrainte. Or, la révision, quand on a une bonne phase de révision et qu'on ferme son classeur ou son cahier en étant satisfait, et finalement, on est content de finir sa journée là-dessus. Or, si on va jusqu'au bout de ce qu'on peut faire, et finir notamment sur un échec en disant je peux tuer le au bout, et finalement, vous terminez votre journée de révision sur la frustration, imaginez dans quel état vous la reprenez le lendemain matin. Dans le même état, dans la frustration. Donc il faut savoir s'arrêter à un moment donné où on est au top des révisions, être satisfait de ce qu'on a fait pour repartir le matin avec la même pêche, la même énergie et la même satisfaction. Donc Dan, par rapport à ce que vous posez comme question, Dan disait, voilà, est-ce que finalement, soi-même, c'est pas son pire ennemi? Au contraire, il faut être capable de s'écouter, néanmoins être capable de s'écouter, mais pas jusqu'au bout. Il y a une différence entre l'envie et le besoin. À un moment donné, on a tous envie, quand il fait chaud, d'aller à la piscine, d'aller à la mer, d'aller se détendre, ainsi de suite. Mais c'est autre chose qu'à un moment donné, de plus être capable de travailler. Ou enfin, là c'est une question que j'aime bien, qui est posée par Benoît, qui dit comment ici surmonter sa peur de l'échec. Ah bah c'est très bien, ça, faut pas la surmonter. Il faut que vous pensiez comme un combat, je sais pas Benoît, si vous aimez le football par exemple, il faut penser au PSG. Surmonter sa peur de l'échec, c'est l'inverse de ce qui a été fait avant le match contre Barcelone au retour, et ça me fait mal d'en parler. C'est la justement se dire à un moment donné, voilà, qu'il y a une incertitude et qu'il faut se battre. Il faut se battre et essayer de se dire, au moment où ce sera fini ce combat, j'ai tout donné. Si on se dit j'ai tout donné, c'est très bien. Il faut arrêter de tout le temps se remettre en cause en disant je vais rater. Réussite. Moi je sais, j'ai super mal géré ma réussite. J'ai eu mon CRFPA, j'avais rien prévu derrière, le résultat était à 20h. J'ai eu mes résultats, j'ai prévu de le rater une deuxième fois, bah non, je l'avais. Le problème, c'est que je n'avais pas prévu de soirée, dîner, quoi que ce soit et tout. J'ai fêté ça au McDo, tu vois, c'était pas non plus super comme moment. Donc voilà, pensez à l'autre aspect. Qu'est-ce qui va se passer, Benoît, quand vous allez réussir? Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Imaginez-vous, projetez-vous dans un exemple de réussite. Il faut que vous fassiez un discours sur Facebook, par exemple. Vous faites un beau discours. Vous expliquez que vous allez réussir, mais il faut préparer ça. Une réussite, ça se prépare beaucoup plus que l'échec. L'échec, c'est quelque chose, c'est un avatar, ça va vous survenir à un moment donné, et vous en aurez beaucoup des échecs. Et quand vous allez avoir cet échec, l'important n'est pas de savoir si vous allez échouer ou pas. Vous allez échouer un jour, mais le problème, c'est quoi? Il va falloir que vous vous releviez. C'est la seule chose par rapport à l'échec. C'est pas seul qui disait ça. J'ai pas échoué 1000 fois, j'ai juste trouvé 1000 façons de ne pas inventer l'ampoule. C'est ça. Et donc, mais à chaque fois, il apprenait ce qui ne fonctionnait pas, ce qui pouvait fonctionner. Et à chaque échec, finalement, si on prend suffisamment de recul et qu'on analyse son échec, eh bien finalement, on peut repartir avec encore une fois un petit avantage en plus. Ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il y a une citation de Nelson Mandela revisitée par Nicolas Sarkozy. Donc c'est un truc merveilleux en termes de philosophie.
c'était quoi? C'est soit je perds, soit j'apprends. Et Sarkozy avait rajouté, moi j'ai beaucoup appris. C'est pas mal comme idée, c'est-à-dire que concrètement, c'est ça l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout dans ce sens où vous allez réussir, mais si par hasard ça ne se déroule pas, il faudra se relever, ça c'est autre chose, c'est un autre apprentissage. Moi, ce que je vous conseille également lorsque vous serez en période de révision, c'est de ne pas vous poser trop de questions, parce que ça va finir par vous tuer. L'énergie, il faut la garder pour progresser, pour s'améliorer. Et si vous posez trop de questions, ça va vous bouffer. Donc une fois que vous êtes dans les révisions, il faut y aller à fond, il faut faire le maximum. Et puis il faut surtout ne pas avoir de regrets. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se dire, bah, j'ai fait le maximum et je n'aurais pas pu faire plus. Et si c'était à refaire, je ferais pareil. C'est pour rebondir sur ce qu'il y a Amandine, est-ce que vous n'êtes pas arrivé déjà une fois de vous dire, tiens, mais c'était qui cet acteur là, dans ce film? Et c'est agaçant parce que du coup, on peut passer un temps fou à essayer de retrouver le nom d'un acteur. C'est qu'à partir du moment où on a une question en tête, eh bien, on va focaliser dessus. Et si vous posez des questions pour lesquelles vous n'avez aucune réponse, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez focaliser dessus, vous allez dépenser énormément d'énergie à essayer de trouver une réponse en mettant en place des hypothèses. Et puis un jour, vous allez aller bien, donc l'hypothèse sera merveilleuse. Le lendemain, vous n'allez pas bien, et puis l'hypothèse sera juste désastreuse. Et finalement, imaginez toute l'énergie que vous allez dépenser, c'est de trouver une réponse à une question qui n'en a pas, réellement. Donc se poser trop de questions, c'est finalement dépenser inutilement son énergie. Par contre, se projeter positivement, effectivement, ça, je rejoins ce que disait Michael tout à l'heure. Il y a une anecdote, je crois que c'est dans la biographie, alors vraiment vous allez voir mes lectures sont très spécifiques, c'est dans la biographie je crois de Franck Leboeuf, champion du monde 98, où à un moment donné il raconte une conversation. Alors Platini vient voir Deschamps au camp d'entraînement et il apprend à Deschamps en disant il faut que tu te prépares, on est avant le premier tour de la Coupe du Monde, la France est très décriée, etc. Et il apprend à Deschamps comment on soulève une coupe en disant profite. Et quand tu soulèves ta coupe, profite. Le CRFPA, c'est ça. Vous devez à un moment donné, à mon sens, vous projeter dans la réussite. En vous disant, au moment où je vais réussir, profite. À qui vous allez penser en premier? Vous pouvez avoir une opinion, c'est-à-dire la volonté de vous dire, tiens, je vais réussir parce que, justement, je vais prévenir tous mes proches et c'est quelque chose de très positif. Ou vous pouvez aller puiser. Quand on a des âmes qui sont plus sombres que ça, comme la mienne, dans les tréfonds de sa personne, et de se dire, quand je vais réussir, mon diplôme, je vais le prendre et je vais la mettre dans la tête de quelqu'un comme ça en disant regarde, moi, j'ai réussi. Ça peut être également une motivation. Vous n'êtes pas jugé sur le type de motivation que vous pouvez avoir, qu'elle soit positive ou négative. Allez puiser l'énergie là où elle se trouve. Et puis surtout, focalisez-vous sur la réussite. Surtout, c'est un examen qui est quand même incroyable. Il va vous faire passer de étudiant en droit à maître. C'est énorme. Et rien que ça devrait vous donner la motivation. Il n'y en a pas beaucoup des examens comme ça. Je veux dire, quand on prépare médecine en première année, bah, une fois qu'on réussit, après on a la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, cinquième année, on fait encore des concours, etc. Mais vous êtes proche de la victoire finalement. Enfin, vous êtes proche d'atteindre vos objectifs et d'atteindre votre rêve. Et ça doit vous motiver. Tu le fais parfois, c'est un monde. Les gens ils t'appellent madame, t'es là, non, maître. Non, quand même pas, quand même pas. Ouais. Non, faut rester humble. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça peut aussi, ce changement de statut, en un seul examen finalement. Parce que c'est ce qui va se passer. En tout cas, c'est ce qui se passe dans les faits. C'est-à-dire que vous allez tout de suite aller à l'école des avocats et en principe, vous allez devenir avocat par la suite. Donc ça aussi, ça doit pouvoir vous motiver. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des questions sur l'examen, sur la profession d'avocat? Alors c'est une question sur la mémoire. Je répète la question, effectivement, sur la mémoire à long terme, comment la stimuler? En fait, c'est une question d'objectif, comme disait Amandine tout à l'heure. Si votre objectif, c'est juste d'avoir l'examen, ça ne marchera pas parce que vous n'avez pas stimulé votre mémoire à long terme. Moi, je me souviens notamment, lorsque j'étais étudiant en psychologie, il y avait des étudiants brillants, absolument brillants, qui étaient très bons pour faire des rapports, qui étaient très bons pour faire des anamnèses, des diagnostics, etc. Mais le jour où on a été diplômé, on était une petite promo, on était 15. Seulement 5 d'entre nous ont exercé en tant que psychologue. 5. Parce que ces personnes ne sont pas préparées à être de futurs professionnels. Si vous travaillez l'examen uniquement pour avoir un examen, c'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. C'est-à-dire que je suis motivé pour une note.
ça ne marchera pas. Ça ne va pas permettre notamment d'ancrer cette information en mémoire à long terme. Ça sera seulement pour la mémoire à court terme. Si par contre vous me dites, demain, si je me retrouve face à un patient, pour exemple de psychologue, et que ce patient vient me voir parce que, cette personne vient me voir parce que son enfant est hyperactif. Hyperactivité, 2 heures de cours en faculté de psychologie. Les parents ont dû lire au moins 5 bouquins dessus. En gros, ils ne savent plus que vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous perdez pied, vous paniquez, parce que vous ne vous êtes pas préparé à un futur professionnel. En tant que futur avocat, vous allez vous retrouver face à des affaires, face à des situations qui vont nécessiter que vous donniez tout de vous-même, vos connaissances, votre méthode, votre capacité d'analyse. Et si vous vous préparez en tant qu'étudiant, non pas seulement à être un futur diplômé, mais à être un futur professionnel, à vous projeter professionnellement, eh bien là, notre cerveau, il est très bien fait. Eh bien, il va emmagasiner cette information. Et encore mieux, il va vous rendre curieux. Il va vous donner envie d'aller encore plus loin. Il va vous donner envie de lire, de rencontrer des avocats, de faire des stages, de les prolonger, d'aller encore au-delà. Et quand vous allez faire un stage, de plonger dans les dossiers, de poser des questions qui vont au-delà des questions d'un stagiaire en première année d'avocat. Et c'est ça en fait. Et au fur et à mesure, si vous posez les bonnes questions, eh bien votre cerveau va structurer les informations. Parce que déjà, vous vous projetez. Et donc, quand vous vous projetez, le cerveau va emmagasiner cette information pour la ressortir au moment opportun, à savoir quand vous serez professionnel. Et quand on a cette conscience, moi je l'ai eu notamment en licence, c'était la 3e année de psychologie, lorsque j'ai fait mon stage, et j'étais incapable, sur la base des documents que j'avais sous les yeux et sur la base de l'entretien, de poser le bon diagnostic. C'est une catastrophe. Je me suis dit pourquoi? Pourquoi? Et lorsque j'ai engagé ma 4e année de psychologie, j'ai appris les choses autrement. Et les cours que j'avais ne me suffisaient pas. Donc je lisais à côté et je questionnais les enseignants. Et je leur envoyais des messages, je leur envoyais des mails pour en savoir beaucoup plus. Et je peux vous dire que tous les cours que j'ai appris depuis cette date-là, eh bien je m'en souviens encore, même 15 ans après. Parce que c'est ici. Et ça a un sens. Et ça a un sens. Donc lorsque vous travaillez, lorsque vous étudiez, essayez de savoir quel est le sens qui est derrière. Avoir une bonne note ou être un bon futur professionnel. Alors voilà, donc on n'arrive pas loin du terme de ce café débat qu'on prolongera avec les personnes présentes bien évidemment par la suite. Moi j'ai quelques questions avec Amandine. Ces questions, elles ont trait à un aspect. Alors, autant chronique d'un maître de conférence que tout le monde a lu et a acquis bien évidemment. D'ailleurs, il y aura une séance dédicace qui vient d'être signée rue Soufflot le 15 juin à 17h30. Hein, pensons un peu parce que ici quand même il y a un tel accueil de la communauté universitaire de ce bouquin que je pense qu'il est de bon ton que je puisse à nouveau le dédicacer. Donc il y a cet aspect-là. Et puis par ailleurs, Amandine, tu as écrit Chronique d'une jeune avocate. Alors ça surprend, car tu es très jeune justement. Tu écris déjà tes mémoires. Bah, écoute, moi ce que j'ai voulu donner, c'est de l'espoir aussi aux jeunes pour leur dire plusieurs choses. J'ai envie de vous dire que j'étais pas, encore une fois, j'étais pas une élève brillante, et pourtant j'ai pu aller au bout de mes études et au bout de cet examen du barreau, parce que j'ai su trouver la motivation, j'ai su trouver l'envie, et j'ai su trouver les stimulus pour prendre le pouvoir le jour de l'examen. Donc ça doit être, ce bouquin, ça doit être de l'espoir pour tous les jeunes qui se lancent dans l'examen, pour vous dire que c'est réalisable, et que tout n'est qu'une question de travail, de persévérance et de volonté d'aller au bout. Et puis ensuite, j'ai voulu faire ce bouquin aussi parce que justement, comme je venais d'un tout autre milieu, j'ai peut-être une vision de la profession qui n'est pas banale et qui ne ressemble pas à celle que pourraient avoir tous ceux qui rêvaient d'être là depuis toujours, aux ténors du barreau, ou ceux qui avaient la vocation depuis le début. Je pense que c'est possible aussi de faire ce métier et de bien le faire, même si à la base, même si initialement, on ne se voyait pas porter la robe. Et puis enfin, c'est un message d'espoir à tous les jeunes qui hésiteraient encore à faire ce métier. Parce que voilà, ce qu'on entend souvent, c'est que le marché est hyper bouché, que c'est très compliqué quand on est jeune de se lancer, qu'il faut des années et des années avant de trouver la satisfaction à tout point de vue. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout ne dépend que de vous et de là où vous avez envie d'aller. C'est pas impossible de se lancer rapidement, c'est pas impossible de se mettre rapidement à son compte. Encore une fois, tout est une question d'organisation, de volonté, d'ambition. Et moi, le message déprimant qui viserait à dire le marché hyper bouché,
et la profession est morte, c'est pas un discours que j'aime et c'est pas le discours que je prône. Et j'espère que ce bouquin donnera envie à plein de jeunes collaborateurs en souffrance dans les cabinets, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas que des ténors du barreau, il y a aussi des petits jeunes qui gagnent.